Nous nous sommes aussi posé pas mal de questions sur la réalisation de ce qu'il est convenu de considérer comme des œuvres musicales, classiques ou non. Au-delà de la phrase traditionnellement considérée comme créatrice, celle où un compositeur couche sur le papier ou actuellement plutôt sur un logiciel d'ordinateur la trace de son imagination musicale, les multiples exemples envisagés nous montrent qu'un événement musical peut se révéler bien plus complexe. Comme tout processus de communication, nous pouvons y distinguer une étape initiale dite créative, mais aussi une phase de réalisation, une phase de diffusion et enfin une phase de réception. Tous les exemples repris sous ces différentes rubriques sont bien sûr susceptibles de présenter chacune des étapes que nous venons d'évoquer. Mais ils ont été choisis et répartis parce que l'une d'entre elles nous est apparue particulièrement significative. Je ne reviens pas ici sur ces différents exemples, ils sont amplement détaillés dans le cours lui-même. Néanmoins, et comme nous n'avons pas vraiment l'occasion de nous rencontrer, je vous propose de réfléchir sur l'événement suivant, à la lumière de ce que nous avons examiné au cours. Vous l'aurez bien sûr reconnu, il s'agit d'une version supplémentaire de l'Ode à la joie. Vous aurez aussi reconnu, j'imagine, un tableau vivant, inspiré de la Ronde de nuit de Rembrandt, l'une des pièces phares du Rijksmuseum d'Amsterdam. Il y a donc beaucoup à dire sur les 4 phases de cet événement et les références culturelles qui y sont mobilisées. Les mesures sanitaires étant ce qu'elles sont, je vous demande de me coucher vos réflexions sur le papier. Je pense qu'il y a amplement de quoi remplir quelques pages de format A4. Il est clair que vous pouvez vous référer au contenu du syllabus. Je vous propose plutôt de revenir brièvement sur l'extrait de Célestin de Liège que nous avons analysé au dernier cours. Comme l'a souligné fort pertinemment l'un d'entre vous, il définit un concept, celui d'œuvre musicale, d'une façon diamétralement opposée à la réflexion que nous avons menée jusqu'ici. Si nous l'examinons, c'est justement parce qu'il exprime d'une façon peut-être quelque peu alambiquée l'une des bases de la culture musicale européenne, et par extension d'une certaine culture musicale que nous pourrions considérer aujourd'hui comme globalisée. Une conception qui, dans un sens, fonde le principe même du droit d'auteur. Pour ne pas nous embérificoter donc dans des concepts proches mais cependant différents, il nous faut distinguer ce que Célestin de Liège et la musicologie traditionnelle considèrent comme l'œuvre musicale et ce que nous avons envisagé d'une manière plus globale comme un événement musical. Remarquons tout d'abord que l'auteur du texte aborde le problème dans le sens inverse où nous l'avons examiné. Nous sommes partis de l'acte dit créateur du compositeur, voire de l'improvisateur, pour arriver à la phase de réception, celle du public. L'auteur prend le pas exactement inverse. Il initie sa réflexion par l'apparence, donc par la réalisation de l'interprète d'une partition déjà écrite. C'est autour de ce problème que se centre le film fort sympathique Le Concert, produit en 2009, film français qui nous raconte l'histoire d'un chef d'orchestre aux prises avec l'interprétation du concerto pour violon de Tchaïkovski, œuvre
Symbolique s'il en est, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'une des 2 premières œuvres enregistrées sur micro-sillon en 1948 par la firme CBS. Держите баланс. Фагот, тише, тише. Андрей Семенович Филиппов, вы уборщик. Я запретил вам присутствовать на репетициях оркестра. Ты хочешь подменить оркестр Большого театра? Мы поедем вместо них. Это же для это мечта. Никто из нас не играл 30 лет, мы ж бродяги. Ты не забыл, как работать менеджер в оркестре? КГБшник Иван Гаврилов, да ты в своем уме? По-французски лучше Мольера. J'aimerais m'entretenir cordialement avec Monsieur Duplessis. Pouvez-vous m'introduire, s'il vous plaît? Ah, monsieur Gavrilov, quel plaisir! Alors, Ivan, notre concert, cela vous semble possible? Осталось 3 дня, у нас нет перкуссии, ни одного контрабаса. Ну, в крайнем случае, изображу контрабас на губах. Пошли. И главное, кто будет солистом? Я хочу, чтобы солировала Анne-Marie Jacquet. Et l'orchestre? Le Bolchoï. Le Bolchoï, t'as dit non? Cet homme est une légende. Ну, где автобус? Терпение, терпение. А я настоящий профессионал. Andrei Philippov, Anne-Marie Jacquet. Добрый день. Je vous baise chaleureusement. Le fameux tempérament slave, n'est-ce pas? Où est votre orchestre, monsieur Philippov? C'est toujours la même chose avec les Russes. Faut leur donner un grand coup sur la tête pour qu'ils avancent. Andrei, pourquoi vous m'avez choisi moi? Ce concert, c'est comme, n'est-ce pas, confession. Dans chaque note de musique, il y a la vie. Je peux vous avouer quelque chose? J'ai jamais connu mes parents. Quand je joue, ce que j'aimerais atteindre, c'est leur regard. Et si fin concert, vous trouvez parents à vous? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez voulu des Russes? Mais cette apparence dont nous parle l'auteur et qu'il considère comme première dans sa réflexion, il ne la définit pas de façon relative. Il semble, au contraire, la considérer de façon totalement objective. Quel que soit l'observateur, l'apparence que l'auteur considère semble une donnée intangible. En d'autres termes, cette apparence semble identique, quel que soit l'auditeur considéré. On pourrait donc penser qu'elle rassemble 3 étapes au moins de notre processus événementiel: la réception, la diffusion et la réalisation. Bien plus, en considérant l'apparence comme une donnée objective, l'auteur semble plutôt ignorer tout simplement les phases de diffusion et de réception. C'est d'ailleurs un peu le principe, ce que nous pourrions éventuellement reprocher aux critiques discographiques ou aux concours de musique. Peu importe le lieu, peu importe le moyen, ce qui compte, c'est l'évaluation pseudo-objective de ce que l'on nomme une interprétation musicale. Dans le texte, beauté et vérité sont intimement liées. Dans cette optique, que nous pourrions philosophiquement faire remonter fort loin dans l'histoire, la beauté n'est pas considérée comme une donnée relative, comme dépendant de l'observateur, mais comme un fait objectif. Elle ne réside donc pas dans les sens du spectateur, mais dans l'objet même de sa contemplation. Dans ce cas, nous pourrions dire qu'une œuvre de Bach est belle, même quand elle reste sur le papier. En poursuivant ce raisonnement, on pourrait même affirmer qu'elle n'est vraiment belle que sur le papier, puisque l'apparence que va lui donner le musicien ne pourra jamais être considérée comme parfaite. De ce fait, la vérité supposée de l'œuvre devient l'expression d'une réalité supérieure à la simple humanité physique. Dans un sens que l'on pourrait qualifier de platonicien, la vérité dépasse l'entendement commun et, une fois exprimée, se révèle forcément empreinte de beauté. Cette vérité ne peut bien sûr se révéler que par l'intermédiaire d'un compositeur génial qui contemple une idée transcendante, suprahumaine. Dans cette optique, il y a donc une nette séparation entre ce qui n'est que contingent, ce qui est lié
malheureusement sans doute aux limitations physiques et intellectuelles des pauvres humains que nous sommes, et ce qui les dépasse entièrement. Le musicien, condamné semble-t-il à sempiternellement rejouer les partitions du passé, ne peut atteindre qu'un monde pour nous. Je souligne ici l'expression « monde pour nous » car elle nous paraît significative. L'auteur n'écrit pas en effet « monde pour soi », ce qui serait a priori plus évident. Après tout, le musicien, avec sa personnalité, ses qualités et ses défauts, devrait surtout exprimer sa propre personnalité, son monde personnel. Le glissement sémantique entre le terme « soi » et « nous » est significatif. Il souligne l'objectivité que l'auteur prête à l'interprétation. Celle-ci devient un fait observable que l'on peut donc évaluer et juger. Interprète et public sont donc une nouvelle fois confondus, rassemblés dans la même imperfection humaine. À l'autre extrémité se trouve l'idée, la transcendance, l'ultime harmonie, l'expression de la vie en un mot, l'art en soi. Mais comment pourrions-nous y avoir accès ? Eh bien, nous retrouvons dans l'expression quelque peu barbare peut-être, mythique, post-scolaire, une idée qui nous est familière, que nous avons déjà rencontrée au XVIIIe siècle, celle du dépassement des règles et de l'apprentissage. Rappelons-nous donc la définition du génie dans l'encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert. Selon cette conception, ce que permettent l'apprentissage et l'étude, c'est le développement du goût. Celui-ci rend les productions élégantes, finies, travaillées sans le paraître, mais ne permet pas d'accéder au génie. Comme ce dernier est seul à pouvoir accéder à l'idée, et qu'il est en soi une sorte de mystère, de mythe, l'expression mythique post-scolaire devient, il me semble, assez évidente. Le monde messianique et le contenu de vérité installent en outre une référence religieuse évidente en soi. C'est ici que l'auteur place une curieuse conception quasiment téléologique. Le travail de l'interprète, nous dit-il, en fait des interprètes, en fait de toutes les générations postérieures à cet acte génial et mystérieux de création, ce travail, nous dit-il, consiste à patiemment tenter de révéler la vérité latente au sein de l'œuvre par un labeur acharné et progressif. L'œuvre d'art, nous dit-il, évidemment ne peut pas progresser. Bien sûr qu'elle ne peut pas progresser, elle est en soi parfaite. Mais son interprétation le peut. Son interprétation le peut, mieux même, elle le doit. Car la civilisation l'exige. Le progrès de la civilisation l'exige. Selon l'auteur, si la réalisation des partitions de Bach a varié au cours du temps, ce n'est pas parce qu'on l'a chaque fois vu d'un point de vue différent. Non, c'est parce qu'elle n'a cessé de progresser, de nous rapprocher chaque fois d'un plus haut degré de vérité. Une nouvelle fois, cet acte d'interprétation est considéré comme objectif. Il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, auquel cas l'interprète arriverait à éventuellement une vérité pour soi, mais collective, l'interprète nous fournit une vérité de nouveau pour nous. Curieux raisonnement, en fait, qui poussé dans sa logique, vient à affirmer que les créations du célèbre cantor sont mieux interprétées aujourd'hui que du temps même de son vivant. Curieux raisonnement certes, mais qui rejoint les déclarations de Richard Wagner, souvent citées au cours. Pour ce dernier, je vous le rappelle, et je vous laisse le relire, une sonate de Beethoven, une fantaisie chromatique de Bach, ne peuvent être pleinement appréciées que sur un Steinway, instrument que ne connaissait ni l'un ni l'autre. Ce curieux raisonnement justifie aussi et réintègre à la tradition post-romantique la démarche soi-disant révolutionnaire d'interprétation sur instruments historiques. Ce qu'on appelle actuellement, parce qu'on ne parle plus d'interprétation authentique ou sur instruments d'époque, on parle d'interprétation historiquement informée. Parce que, finalement, le musicien, qu'il soit conditionné par la tradition ou par l'école dite baroque, qu'il joue sur instruments modernes ou copie d'instruments d'époque, ou instruments d'époque reconditionnés,
qu'ils suivent un maître ou se réclament d'une interprétation donc historiquement informée, ce musicien peut très bien être persuadé qu'il recherche une vérité ultime, universelle, une vérité propre à l'œuvre, une vérité en quelque sorte transcendante et vers laquelle il ne peut que progresser. C'est à celle-ci sans doute que se réfèrent les commentateurs des concours de musique, en déclarant par exemple que dans telle interprétation, on peut percevoir ce qui est inhérent à Mozart. Dans ce cas, la commentatrice, ici il s'agit de Reine Elisabeth, n'exprime pas autre chose que l'existence d'une mystérieuse substance au sein de la partition qui serait le divin Mozart. Et ce divin Mozart resterait divin au-delà des aléas de sa réalisation physique. La seule chose que finalement un interprète médiocre, s'il reste humble par rapport à Mozart, eh bien, je dirais Mozart passera à travers lui. La seule chose impardonnable, le seul défaut impardonnable, ce que nous ne pourrions absolument pas excuser finalement, c'est que l'interprète rende Mozart méconnaissable, qu'il en fasse du Beethoven, d'une Tchaïkovski, de Rachmaninoff. Je dirais qu'il transforme Mozart à tel point qu'on ne puisse plus le reconnaître. Défaut qui serait d'autant plus impardonnable dans le chef d'un musicien maître de son instrument. Le pianiste, dit par exemple une commentatrice du Reine Elisabeth, fait ce qu'il veut de l'instrument, mais aussi du compositeur, qu'on ne reconnaît pas toujours dans ses interprétations. Défaut rédhibitoire, s'il en est. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la journaliste ici se pose en juge-arbitre. Elle semble détenir une vérité, une mystérieuse clé qui ouvre les portes d'une interprétation réussie. Elle connaît le jeu mozartien, les différences entre les romantiques ou les classiques. Elle sait reconnaître une interprétation juste. Experte de cette vérité cachée, elle ne se place pas au-dessus des candidats qu'elle admire peut-être, mais elle les juge en fonction d'une idée dont malheureusement elle ne nous propose ni l'origine ni la justification. Pour nous résumer, ce concept d'œuvre musicale, cette limitation au sein des événements musicaux d'une œuvre limitée à la partition se base sur plusieurs postulats. D'abord celui de la possibilité d'une réalisation objective. Une réalisation par des interprètes, forcément qui interprètent le texte, un petit peu comme des moines interpréteraient la Bible, et dont l'appréciation ne dépendrait ni des circonstances, ni du mode de diffusion, ni même de la personnalité du public. En fait, des réalisations que l'on pourrait objectivement apprécier en fonction de leur niveau de vérité par rapport à la partition elle-même. Elle pose aussi l'existence d'une transcendance au sein même de la partition, une transcendance qui serait en quelque sorte immuable, qui serait le but ultime, le télos de la pratique musicale. Donc la présence d'une idée une idée supérieure traduite de manière supérieurement géniale, indépendante du temps et de l'espace, présente dans la partition et seulement et éventuellement dépendante de la nature supposée universelle de l'humanité. Elle suppose aussi la possibilité d'un progrès. Un progrès non au niveau de l'œuvre d'art, qui elle-même est parfaite, mais un progrès dans son interprétation. Un progrès possible et donc continu vers de plus hauts degrés de vérité. Et ces degrés de vérité ne seraient pas atteints personnellement, de nouveau, mais collectivement. L'interprète mettant à la disposition en quelque sorte du public, je dirais, son interprétation objectivement appréciable et qui nous rapprocherait de la vérité ultime de ce qu'on appelle dans le film que je vous ai proposé l'ultime harmonie ou la vie dans chaque note. Cette conception est suffisamment répandue puisque finalement elle permet d'attribuer à Mozart les différentes réalisations de la flûte enchantée, de sa célèbre flûte enchantée que je vous propose dans les 2 dias suivantes.
I did it, and I was proud to do it. Leave, I said, right away. Clear out and take the child with you. Here's the money. Go to the spa and get your health back. I was shocked. Shocked to my foundation when I saw her. I couldn't believe my eyes, poor little thing. Oh, you monster. No one exists but you, do they? You and your music. I warned her. Choose a man, not a baby, I said. You marry him, you won't have a pot to piss in. You selfish thing. Selfish, that's what you are, selfish. Simply selfish. You hear that? Thank you.
Mozart va nous permettre fort opportunément d'enchaîner sur le chapitre qui va maintenant nous intéresser. Enfin, j'espère qu'il va vous intéresser, à savoir la musique du milieu du XVIIIe siècle. Je vous rappelle que dans ce XVIIIe siècle, nous avons détecté une sorte de trou musicologique qui correspond effectivement à son milieu et dont nous avons précédemment essayé d'examiner, de déterrer les multiples causes. L'une d'entre elles semble bien consister dans cette manie d'ériger en génie universel certains compositeurs plutôt que d'autres, certains compositeurs phares morts depuis pas mal de temps. Évidemment, cette situation n'est rendue possible que par la définition conjointe du concept d'œuvre musicale que nous venons d'évoquer et qui se cristallise tout au long du XIXe siècle et au début du XXe pour, il faut bien le constater, perdurer encore de nos jours. Le culte des grands compositeurs n'est donc franchement pas récent. Il se retrouve dès les premiers balbutiements de notre discipline musicologique. Il est lié par exemple à la manie de la biographie. Nous l'avons évoqué notamment chez Johann Nikolaus Forkel au sujet de Johann Sebastian Bach, mais aussi plus récemment chez des gens comme Camille Mauclerc au début du XXe siècle, ou encore dans des déclarations bien plus récentes de personnages comme André Comte-Sponville, qui n'a pas peur, tout philosophe qu'il soit, de penser objectivement Bach le plus grand de tous. Les conflits européens du début du XXe siècle vont d'ailleurs opérer une curieuse césure culturelle parmi les compositeurs allemands. Il y aura d'un côté Beethoven, Bach, Schubert, Mozart, éventuellement Handel, compositeurs, selon Camille Mauclerc, de la pré-culture, et ceux-là vont rester fréquentables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont innocents et tout humains. Ils ne sont en quelque sorte classiques. Ces génies classiques, associés éventuellement à des grands noms de la peinture renaissante italienne, sont donc de dignes précurseurs de la culture contemporaine, dans ce cas de Camille Mauclerc au début du XXe siècle, mais non de la musique allemande contemporaine, non pas des Richard Wagner, Richard Strauss ou Gustav Mahler, qui ne sont que finalement brutalité, mais bien de la musique française contemporaine, les Debussy, Ravel ou Fauré.
the weapon down below. We're gonna go down and check it out. All right, this is Mark 5. I'm rolling. Right, what a shot. Outstanding, red team, outstanding. Get your case of beer for that. Reprenons maintenant brièvement les caractéristiques du génie, telles que nous le propose l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert déjà citée. Tout d'abord, remarquons qu'il n'est pas l'apanage des disciplines artistiques. Il peut exister aussi bien dans les sciences que dans les affaires, option logique pour un ouvrage qui se définit lui-même comme un dictionnaire raisonné des arts et des sciences et des métiers. Quel que soit le domaine, le génie se définit quand même comme révolutionnaire. Il change la nature des choses. Il est éminemment personnel. Il répand son caractère sur tout ce qu'il touche. Il est visionnaire. Ses lumières éclairent l'avenir. Il devance son siècle qui ne peut le suivre. Il n'est donc pas seulement personnel, mais il est aussi indépendant. Il laisse loin de lui l'esprit qui le critique, avec raison, mais qui dans sa marche égale ne sort jamais de l'uniformité de la nature. Le génie a donc cette capacité unique de s'extraire de la nature. Il n'est donc plus tout à fait homme, il est créateur. Il invente quelque chose qui n'existait pas avant lui. Dans un sens, il s'approprie un attribut proprement divin, la possibilité de créer. Enfin, il ne peut, au contraire de la science, s'expliquer. La science, en effet, ne peut expliquer que la nature, pas ce qui s'en écarte. Si ce rapport à la nature est sans doute typique aux portes d'un siècle qui commence à s'industrialiser et donc quelque part à s'émanciper de la nature, et ne serait sans doute plus avalisé par certains courants écologistes actuels, nous avons souvent eu l'occasion, dans le discours musicologique contemporain, d'illustrer la persistance des autres qualités habituellement attribuées aux grands noms de l'histoire de l'art. Ce qui semble clair donc, c'est l'existence dans un certain imaginaire collectif, voire
scientifiques de génies intemporels et universels, dont l'appartenance à l'humanité tout entière ne semble faire aucun doute. Il peut être curieux d'ailleurs de constater que ceux-ci sont le plus souvent fort anciens. Quand Camille Maupert se réclame de ce qu'il nomme la préculture, il revendique par exemple une filiation vis-à-vis de compositeurs allemands disparus depuis près d'un siècle. Filiation qu'il dénie aussitôt aux compositeurs allemands contemporains. Pour lui, je le répète, les véritables héritiers du génie classique ne sont pas Wagner, Mahler ou Strauss, mais bien plutôt Debussy, Ravel ou Fauré. Cette mise au pinacle de certains compositeurs par rapport aux autres conduit à exclure de l'analyse historique une foule de leurs contemporains. Cette mise au pinacle déplace le curseur du jugement en fait. Ce qui importe aux musicologues, ce n'est pas, ou ce n'est plus ce qui quantitativement a plu le plus à une époque considérée dans un milieu géographique limité, mais ce qui pour lui se révèle le plus intéressant. Et ce plus intéressant est souvent considéré par rapport à un point de vue postérieur, ce que nous allons voir. Comme le souligne Charles Rosen dans un ouvrage qui fait encore référence dans les milieux classiques, un ouvrage déjà ancien, 1978, c'est par rapport à l'individu d'exception que l'histoire de la musique a pris l'habitude d'évaluer ce qu'il appelle la masse des intervenants. Dans une telle optique, toute une époque, la mentalité de toute une époque se retrouve donc résumée dans l'œuvre de quelques-uns qui sont censés à la fois y concentrer les caractéristiques propres du temps, ce que, en suivant Emmanuel Kant, on pourrait désigner comme le particulier, et en même temps exprimer l'intemporalité de la nature humaine, ce que nous pourrions alors définir comme l'universel. Aux individus de troisième ordre, aux compositeurs secondaires, voire pire, il est parfois question d'accorder quelques réussites, mais elles sont accidentelles. Ce sont des sortes de coups de chance, étant donné que ces derniers ne comprennent pas vraiment, ne synthétisent pas la démarche de l'époque, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Au mieux, l'auteur peut-il concevoir que certains, tels Clementi, puissent, dans des voix originales, intéressantes, je dirais peut-être, exprimer quelque chose de particulier. Mais à ces voix originales et intéressantes, il manque une caractéristique essentielle du génie, le pouvoir d'influencer l'avenir.